architecte, philosophe, enseignant, qui a mobilisé ses étudiants de l'école de Versailles dans un workshop endiablé sur cette question de la transformation. L'histoire a commencé l'année dernière et se perpétue cette année, je l'en remercie, et nous verrons le résultat vendredi prochain, ici, dans un jury non moins exceptionnel. Oui, ben moi je vais plutôt parler, donc, je vais revenir sur un mot dont on a parlé tout à l'heure, le côté démiurgique de l'architecte. On savait dire effectivement que voilà, l'architecte démiurgique, la tabula rasa s'était terminée, et je pense que justement l'exposition de Francis Rambert, peut-être qu'elle fait voir le contraire, quoi. Parce que je trouve franchement, il n'y a rien de démiurgique, finalement, à faire un tabula rasa et puis à construire son monde. Je trouve que c'est plutôt enfantin. C'est juste, on est quelque part dans l'imitation de Dieu, mais on n'est pas vraiment dans le démiurgique. Le vrai démiurgique, moi, je pense qu'il est plutôt... il doit se teinter donc, de quelque chose qui est de l'ordre de l'hérésie, quoi, ou de l'apostasie. Et vraiment, donc, chercher disons, voir le réel et puis à inséminer voilà, des changements vraiment fondamentaux dans ce qui existe. Et c'est vrai qu'on voit je trouve qu'on voit beaucoup de projets, mais à des niveaux très très différents dans l'expo donc un bâtiment qu'on vient de voir. Par exemple, effectivement, le projet d'Azorgue de Moron, la Caixa Forum à Madrid. C'est vrai que c'est un quartier finalement assez dense, assez homogène, et puis tout d'un coup, dans ce quartier assez dense, assez homogène, on prend un bâtiment, le plus con, et puis finalement ce bâtiment, on le tord dans tous les sens, on le creuse, et puis on réussit quelque part donc à en faire un véritable édifice public, un édifice public qui n'aurait pas forcément son espace public au-devant de lui, mais au-dessous de lui, et puis on l'agrandit pour qu'il puisse donc dominer le reste du quartier, et puis enfin donc on lui insuffle un programme. Mais il y a des projets, je trouve, qui sont d'une hérésie totale. Et d'ailleurs, je regrette que Bernard Tchoumi ne soit pas venu, parce que je pense que son projet, par exemple, mais ce n'est pas son projet à lui. Voilà, je crois que le démiurgique, il ne concerne pas forcément, disons, l'architecte. Mais ce que je voudrais dire, c'est que voilà, il y a du démiurgique voilà, dans la construction. Et il faut effectivement, et je pense qu'il faut arriver donc à assumer voilà, ce mot, même s'il est un peu maudit. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça... Bon, c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est dommage que finalement, si vous voulez, il y a plein de mots qui deviennent connotés négativement. Vous voyez, le démiurgique, même le projet, quelque part, c'est un mot qui est suspect aujourd'hui, très souvent. Alors que non, vous voyez, on doit revenir vraiment donc sur ces valeurs-là, sur l'idée aussi de volonté, de changement, de réfléchir aussi sur le mot de programme. Qui est à la fois effectivement la destination d'un bâtiment, mais qui désigne aussi, si vous voulez, un projet politique. Vous voyez, effectivement, il n'y a pas de projet politique sans programme. Et ce qu'on voit effectivement dans l'exposition ou dans le projet effectivement dont je parlais de Bernard Tchoumi pour le Fresnoy, c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui se fait jour, qui est de l'ordre d'une programmation donc totalement contre nature. D'ailleurs, je me suis souvent posé la question, j'aimerais qu'un jour quelqu'un me le dise, mais comment, vous voyez, le programme, dans quelles circonstances, vous voyez, on a pu avoir l'idée, vous voyez, de prendre donc toute une zone, donc à Tourcoing, Roubaix, en totale décadence, et puis se dire là, c'est là qu'on va faire la Villa Médicis du XXIe siècle. Voyez. Et ça, c'est vrai que cette idée-là, je ne sais pas qui l'a eue, mais je la trouve là, voilà, je la trouve qu'elle est totalement démiurgique. Elle est totalement hérétique. Effectivement, il y a des tas de critiques d'architecture qui l'ont contesté, critiqué, qui n'ont pas compris non plus le projet. Et maintenant, effectivement, on commence à voir que cette idée-là, effectivement, elle est extrêmement forte parce qu'elle a réussi donc
orienter, à réorienter donc, complètement donc, la vie de tout un quartier qui était en totale décadence. Et aujourd'hui, effectivement, quand on pouvait voir le projet de Bernard Tchoumi, donc le Frénois, l'école d'art du Frénois donc à Tourcoing, hein, c'était évident que c'était presque prisonnier volontaire de l'architecture, c'est-à-dire qu'il y avait les lauréats de cette nouvelle Villa Médicis qui étaient terrés dans le bâtiment, qui n'osaient pas sortir parce qu'ils avaient des moyens, disons, totalement délirants. Vous voyez, il y avait des caméras qui valaient des fortunes, alors qu'autour d'eux, il n'y avait que la désolation et la pénurie. Vous voyez, et puis tout d'un coup, petit à petit, donc les choses se mettent en place et les choses changent. Voilà. Et c'est vrai que ce qui est bien dans cette expo, c'est que voilà, c'est pas voilà la réhabilitation, hein, c'est pas forcément effectivement donc comprendre le bâtiment et puis chercher effectivement donc à le faire revivre, mais ça peut être voilà hein, changer radicalement l'orientation d'un bâtiment, l'orientation d'un quartier, hein, presque l'orientation d'un pays, donc à partir disons pas seulement du projet de l'architecte, mais de l'architecture avec le maître d'ouvrage, avec le maître d'œuvre, avec les entreprises. On change donc carrément donc l'orientation. Voilà. Quelque part, on s'oppose, vous voyez, au destin, au fatum, vous voyez, donc en programmant de manière hérétique l'espace. Et moi, c'est vrai que finalement, c'est ce qui m'a vraiment fasciné dans cette exposition, hein, c'est comment les choses peuvent changer. Et c'est effectivement donc là-dessus que l'année dernière et cette année, donc, j'ai fait travailler mes étudiants. J'ai fait travailler mes étudiants là-dessus pour à la fois, effectivement, donc, voilà, qu'ils cherchent quelque part à comprendre, vous voyez, quelque part la force qui peut être en eux, la puissance qu'ils peuvent avoir, et puis aussi essayer aussi de réconcilier, disons, le projet architectural avec le politique. Oui, voilà, avec le projet architectural, on peut intervenir et de manière radicale hein, dans la vie politique, parce que quelque part, très souvent les politiques, c'est des mots comme ça qui se transforment en lois, c'est encore des mots, c'est encore du verbe, tandis que là, dans l'architecture, quelque part, c'est un verbe, vous voyez, qui est directement inséminé donc, dans le territoire et qui le transforme et qui le change. Alors, j'ai pris ces exemples de l'année dernière, et l'idée, effectivement, donc, c'était de prendre des bâtiments emblématiques et puis de leur trouver, donc, disons, des destinations plus en adéquation avec, donc, les questions sociales ou politiques hein, qu'on peut se poser aujourd'hui. Là, par exemple, l'année dernière, c'était des étudiants qui avaient travaillé sur la fameuse piscine Molitor. Voilà. Oui, c'est vrai, on peut se poser des questions, savoir, ah oui, est-ce qu'elle a bien été refaite à l'identique, la piscine Molitor? Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est à quoi ça sert les piscines, quoi? Excusez-moi, on s'en fout complètement. Dans les piscines, il ne se passe rien, vous voyez. Autant peut-être, dans les années 30, il y avait effectivement toute une littérature avec Paul Morand, les hommes qui faisaient du sport, qui conduisaient des voitures de sport, etc., qui avaient plein de femmes. Mais aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, si vous voulez, le sport, disons, un des sports un petit peu émergents et qui, effectivement, a autour de lui, disons, une ambiance culturelle, c'est plus le skateboard, vous voyez. Donc, plutôt que de chercher à refaire la piscine Molitor à l'identique, eh bien, faisons-en donc une piste de skateboard, là. Et remettons effectivement donc toute la culture du skateboard à partir de ce bâtiment au devant de la scène. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il n'y en a qu'une ? C'est bon. Autre exemple, c'est vrai, les prisons. Bon, c'est évident, excusez-moi, mais aujourd'hui, c'est évident que la prison, c'est fini, quoi. C'est complètement à bout de souffle. On sait très bien que les prisons, par exemple, hein, ça devient plus des écoles du crime qu'autre chose. Alors, que faire des prisons? Voilà, donc l'idée, effectivement, les prisons, c'est d'en faire un petit peu à la manière de Zumthor, hein, des hôtels de luxe, et puis donc, effectivement, mettre les riches en prison, puisque de toute façon, dehors, toute la population aura des bracelets électroniques et sera susceptible, effectivement, de continuer à commettre des délits. Oui. Troisième exemple, voilà, c'est la question des parkings. C'est évident que, voilà, aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire des parkings? Parce que c'est vrai que la production automobile, bon, elle était vraiment... Elle recommence, si vous voulez, à redescendre. C'est quelque chose de pratiquement inexorable. Et c'est évident qu'aujourd'hui, dans les villes, comme à Paris par exemple, on tend donc à la supprimer. Donc, que faire des parkings, vous voyez? Que faire des parkings urbains? Voilà, par exemple, le très beau parking de Candélis à Toulouse, qu'en faire, vous voyez? Ou
le très beau parking, je ne me rappelle plus qui est très connu, donc à Montpellier, qu'en faire, vous voyez, voilà. Et donc, effectivement, plutôt que de les détruire bêtement, donc les transformer, et puis donc d'en faire des lieux d'accueil pour les gens du voyage, et au lieu de mettre les Roms comme ça à la périphérie de Paris et se les renvoyer les uns les autres, eh bien les mettre en plein centre-ville, vous voyez, au plus près possible de leur pratique, les touristes, hein, pour qu'ils puissent donc tranquillement les déposséder. Voilà. Oui, bon, pareil pour les bibliothèques. Moi, excusez-moi, là, je pense que je vais me faire peut-être tuer en partant, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, franchement, de ce qu'est une bibliothèque. C'est évident que même plus personne n'y croit aux bibliothèques, voyez. Parce qu'avant, on appelait ça une bibliothèque, après, on appelait ça une médiathèque, maintenant, on appelle ça un learning center. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, et même très souvent, quand on lit des programmes de concours de bibliothèque, on parle même plus de livres, on parle de troisième lieu, c'est-à-dire un lieu entre le travail et l'habitation, et on ne parle plus de bibliothèque. Hein. Et c'est évident que là, on peut se poser la question de l'avenir des bibliothèques, même avec notamment Google, avec le fait qu'aujourd'hui, malgré tout, même si peut-être effectivement la plupart des gens ne savent pas s'en servir, eh bien chez soi, hein, on a à disposition une bibliothèque encore plus délirante que celle que pouvait imaginer Borges dans la bibliothèque de Babel. Hein. Tout le savoir est à notre portée. Alors que faire des bibliothèques ? Et là, effectivement, l'idée, c'était de prendre les bibliothèques de Dominique, qui est là, il va peut-être pas être content, et la transformer en grand stade, et en plus, ça marche super bien, puisqu'on peut très facilement donc, faire glisser les tribunes donc, entre les tours. Voilà, pareil pour le Centre Pompidou, vous voyez, on pourrait se poser la question, pourquoi dans le Centre Pompidou eh bien, il y a eu cet alibi culturel. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est génial, effectivement, c'est d'avoir une ville uniquement la ville en trois dimensions. Pourquoi ? Vous voyez, pour jouir voilà, de la ville en trois dimensions, obligatoirement devoir passer par la case musée. Quelque part, pourquoi s'ennuyer dans la case musée alors qu'on peut jouir, vous voyez, d'emblée, grâce au Centre Pompidou, de la ville en trois dimensions. Et donc là, l'idée, effectivement, donc, c'était de mettre des jardins, des places publiques, des parkings, voilà, et supprimer donc justement tout ce qu'il y a de culturel dans le Centre Pompidou, pour que le Centre Pompidou, donc quelque part, redevienne vraiment lui-même, c'est-à-dire un dispositif, une machine pour jouir de la ville en trois dimensions. Et enfin, le dernier truc, là aussi, je pense que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, même je vois on n'y pense pas assez. Quelque part, c'est un peu dommage, c'est que finalement, tout ça, ça peut être un peu, on pourrait le penser. Vous voyez, quelque part, la fin du livre, peut-être la fin de la piscine, vous voyez, tout ça, on pourrait le penser de manière un peu tragique, voilà. Hein, donc, voilà, et puis, ou encore, voilà, démurgique. Vous essayez disons, d'accélérer les processus, voilà, vous voyez. Et pareil pour la population, c'est vrai que malgré tout, donc, la population en Europe, elle tend à se stabiliser ou même à régresser. Vous voyez. Il y a de plus en plus de vieux, quoi. Et il y a de moins en moins d'enfants. Voilà, donc, pourquoi effectivement ne pas imaginer de transformer les icônes donc, de l'éducation nationale, vous voyez, en centre pour personnes âgées, et puis prendre effectivement, par exemple, la très belle école de Christian Queret, et puis la transformer. Donc, imaginez effectivement que ce soit un espace qui soit totalement, où l'air soit complètement protégé, soit complètement stérilisé, vous voyez. Et puis, à partir donc du masque qui stérilise l'air et de l'espace de l'école, vous voyez, faire autre chose et imaginer de pouvoir transformer les bâtiments scolaires pour faire en sorte qu'ils accueillent les vieux. Et puis voilà, il y a des choses moi je pense qu'il faut vraiment se dire, prendre en compte dans le projet, le vieillissement de la population, et quelque part, il faut arriver, le vieillissement de la population, quelque part, un certain dédain par rapport à la culture, et essayer de le positiver, hein, en affirmant les choses assez clairement. Et puis, quelque part, voilà, je pense qu'il est super important, dans les écoles, dans les agences, que les architectes, ils se réapproprient la dimension politique de leur pratique.
Merci. Voilà. Merci.